En tout cas, merci d'être venu ce soir pour cette rencontre un peu particulière. On met deux livres en discussion, en dialogue. Pour lancer la soirée, notre ambassadeur va prononcer quelques mots d'accueil. Je vous laisse la parole. The floor is yours, comme on dit très bien en anglais à New York. Mais... Merci beaucoup, mesdames et messieurs. En tant qu'ambassadeur de la francophonie aux Nations Unies, je me tiens avec vous aujourd'hui avec beaucoup d'émotion au moment où nous nous apprêtons à croiser nos regards pour témoigner du mouvement et de la vitalité de la langue française sur le sol américain. Je souhaite la bienvenue à la Maison francophone de New York, à nos invités qui sont ici présents, et je salue celles et ceux qui nous suivent en ligne. Il m'a été dit, n'est-ce pas, que nous sommes également en ligne sur French Morning et sur Facebook. Et ma collègue Juliette me fait des grands signes en me disant qu'il y a un dispositif de sous-titrage en anglais qui est disponible. Tout est donc réuni pour faire de cet instant un sublime moment de communion francophone. Et nous sommes en plein printemps de la francophonie, un moment privilégié pour célébrer la diversité, la richesse et le dynamisme de notre langue commune. Nous le faisons aujourd'hui avec notre excellent partenaire qu'est le Centre pour la promotion des langues, de l'éducation et des communautés, le CALEC, que je tiens à remercier pour son engagement en faveur du multilinguisme. Ce soir, nous mettons en lumière un pan essentiel de la francophonie, qui n'est pas souvent très connu et qui s'exprime et se développe sur le territoire des États-Unis d'Amérique avec le curseur d'honneur sur deux publications captivantes, à savoir Le français autour de nous, publié par le CALEC, et le rapport 2026 sur la langue française dans le monde, publié par l'Observatoire de la langue française de l'OIF. Ces travaux nous rappellent une réalité fondamentale, c'est que le français est une langue vivante, une langue en mouvement, une langue qui est portée par des millions de locuteurs à travers le monde et façonnée chaque jour par celles et ceux qui pratiquent cette belle langue. Nous allons avoir l'occasion d'y revenir, mais je tiens à souligner un important chiffre. 396 millions. Je répète ce chiffre, 396 millions. C'est le nombre de francophones à travers le monde, à travers les 5 continents en 2026. Et mon collègue et ami, le professeur Mohamed Mbarki, va en reparler avec plus de détails sur le rapport 2026 sur la langue française. Mais je peux d'ores et déjà, et je ne peux pas m'empêcher de me réjouir de la progression remarquable et du dynamisme de la francophonie qui se trouve exhalée par cette statistique sommaire. Une partie de cette dynamique se joue ici même, aux États-Unis. De la Louisiane, qui, rappelons-le, a rejoint l'OIF en 2018, jusqu'aux communautés franco-américaines du Nord-Est, en passant par les écoles bilingues, les universités et les initiatives locales, le français s'inscrit dans des réalités multiples, souvent inattendues, mais toujours riches en sens. Et l'Organisation internationale de la francophonie compte aujourd'hui 90 États et gouvernements membres. Mais au-delà des chiffres, la francophonie est avant tout incarnée par vous qui êtes ici présents. Vous, enseignants, chercheurs, responsables associatifs, acteurs culturels, passionnés de cette langue et des cultures qu'elle porte. Ce sont vos actions concrètes sur le terrain qui font vivre, qui font évoluer et font rayonner la langue française. Et c'est précisément ce que nous voulons mettre à l'honneur ce soir. Nous avons le grand plaisir d'accueillir celles et ceux qui, par leurs travaux et leurs engagements, contribuent à documenter et à faire vivre cette francophonie américaine.
Je souhaite tout d'abord saluer les éditeurs de l'ouvrage « Le français autour de nous », dont l'OIF a eu le plaisir de soutenir la traduction vers le français. La palme de mes salutations est à M. Fabrice Jaumont, qui est le président du Centre pour l'avancement des langues de l'éducation et des communautés, et attaché pour l'éducation à l'ambassade de France aux États-Unis, qui modérera cette discussion. Je salue également Mme Kathleen Sten-Smith, qui est officier de l'Ordre des Palmes académiques, présidente de la commission de défense de l'American Association of Teachers of French. Nous avons également le privilège d'accueillir plusieurs des contributeurs de cet ouvrage. Madame Claire-Marie Brisson, professeure à Harvard University et auteure du chapitre 5 consacré à la Rust Belt. Monsieur Bertrand Choumi, directeur d'école qui partagera avec nous sa riche expérience à la tête d'école bilingue. Madame Jessamine Irwin, professeure à New York University, NYU, qui va évoquer avec nous l'ensemble du français aujourd'hui. Monsieur John Toussignan, directeur du Centre franco-américain de Manchester, qui abordera les enjeux liés à l'héritage et à la réappropriation culturelle. Et enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir Madame Peggy Feehan, qui est directrice exécutive du Conseil pour le développement du français en Louisiane et qui témoignera du dynamisme de la francophonie louisianaise. Vous le voyez, nous avons une haute concentration de connaissances de la francophonie américaine avec une grande richesse de parcours. Et sans plus attendre, place à nos invités. Je vais céder la parole à Fabrice Jaumont en vous souhaitant une excellente soirée. Je vous remercie. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour cette introduction. On est vraiment ravis d'être ici, accueillis par l'OIF à New York pour cet échange unique qu'on a eu l'honneur de faire il y a quelques années pour le volume 1 de Le français autour de nous. Aujourd'hui, vous nous accueillez pour le deuxième volume, Le français autour de nous 2, le retour. Et toujours en dialogue avec la sortie justement de vos travaux, des travaux dirigés par Mohamed Mbarki sur la langue française dans le monde. Cet ouvrage qui, lui, sort tous les 4 ans et qui brosse un petit peu tout ce qui se passe actuellement dans le monde francophone. Donc, on a ce privilège d'avoir ce croisement, cette discussion à la fois au niveau macro, avec cette vision mondiale du français, et au niveau local, l'expérience du français vécu dans les communautés aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de vivre le français, de vivre en français? Donc, je vais commencer avec, en premier temps, une discussion avec Mohamed Mbarki sur ce volume consacré à la langue française dans le monde. J'avais prévu quelques petites questions pour avoir un petit peu son retour sur le français aujourd'hui, le français en mouvement. Et je vais commencer directement, cher Mohamed, avec une première question, surtout pour avoir votre point de vue sur voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde francophone, quelle est la situation du français dans le monde. L'ambassadeur a déjà parlé d'un chiffre, mais on y reviendra. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui change finalement le plus aujourd'hui? Est-ce que c'est le nombre de locuteurs? Est-ce que c'est la géographie? Est-ce que c'est les usages? Est-ce que c'est la manière même de se dire francophone? Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier la représentation permanente de l'OIF auprès des Nations Unies. Je voudrais aussi remercier les 2 coordinateurs du livre Le français autour de nous, en la personne de Kathleen Stein-Smith et de Fabrice Jaumont ici. Je voudrais remercier l'excellent travail des auteurs. J'ai parcouru rapidement ce formidable livre que vous avez produit. Et je pense, pour avoir coordonné par le passé certains travaux universitaires et académiques,
c'est très, très difficile de faire une telle réalisation parce qu'il y a énormément de talents et la densité est importante des intelligences. Et pour enfermer tout cela dans un livre, il faut aussi que les coordinateurs fassent beaucoup de travail derrière. Bravo pour cette réalisation. Et je suis ravi d'être là avec vous pour vous écouter et puis vous présenter quelques grandes lignes du rapport. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour la francophonie? La géographie a très peu changé, puisque on est parti de 93 États et gouvernements membres de l'OIF début 2025, au moment où on a commencé à travailler sur le rapport. Et on a fini notre travail au 15 septembre. Il y avait encore les 93 États et gouvernements, puisque la sortie du Mali, du Burkina et du Niger n'a été effective que le 16 septembre, plus précisément. Ça veut dire au niveau géographique, la francophonie institutionnelle est restée stable à ce moment-là. Elle avait progressé depuis le sommet de 2024 avec l'entrée de 5 États et gouvernements, parmi lesquels il y avait l'Angola, il y avait le Chili comme 2 membres importants, et il y avait des provinces qui ont adhéré à la francophonie. Et je pense que la progression institutionnelle de la francophonie est importante. La progression des francophones est aussi importante, il faut la souligner. Certains ont tendance à voir la bouteille à moitié vide, d'autres la voient à moitié pleine, et je suis de ceux qui voient la bouteille toujours à moitié pleine. Il faut être optimiste et se réjouir des bonnes choses, se réjouir aussi des bonnes dynamiques. Et je pense que le français, il est sur une bonne dynamique d'évolution. C'est surtout en Europe, on a tendance à emprunter un discours que j'appellerais de déclinisme. Tout va mal partout. Je pense qu'il faut regarder ces chiffres avec beaucoup de bonheur et dire que pour le français, il y a une progression, même si parfois on peut dire que la progression est lente, mais il y a une progression. Vous avez souligné tout à l'heure dans l'introduction et avec son excellence l'état du français dans les Amériques en général et aux États-Unis en particulier. C'est vrai que l'évolution est présente, elle est lente, mais c'est une évolution quand même. Et donc, pour la francophonie, ce changement, de nouveaux locuteurs qui arrivent, une langue qui voyage, qui traverse les mers et les océans, qui s'adapte et qui permet aux utilisateurs de la formater au quotidien, de l'utiliser dans les salles de classe, dans les studios, dans la rue. Et la jeunesse qui lui ouvre de nouveaux espaces d'utilisation, par exemple dans la musique, le numérique. Et ce sont autant de domaines nouveaux qu'il faut saluer et qu'il faut suivre pour le futur. Et je suis persuadé que le français continuera d'évoluer dans le bon sens et pas dans le sens que certains déclinistes voient. Donc c'est le français qui est en transformation, en évolution. Est-ce qu'il y a une idée marquante que vous retenez de ce travail? Alors, dans le rapport, on a voulu mettre en valeur les langues et les cultures autochtones. Et je sais que c'est une question qui est très importante ici aux États-Unis. Le français, quand il voyage, quand il se propage, il est forcément en relation avec des langues et des cultures différentes. On a pris, par exemple, rien que pour les pays d'Afrique, le français est en contact avec plus de 1350 langues et cultures différentes. Ça veut dire que les utilisateurs au quotidien, quand ils font usage du français, ils le font à leur manière. Et dans ce cas, le français s'adapte. Je dirais, il va prendre des couleurs différentes, il va prendre des accents différents, mais c'est une richesse. Et nous, donc la francophonie, depuis très très longtemps, on est dans ce combat pour la diversité linguistique, pour la reconnaissance des langues et des cultures. Et je pense que c'est une chance inouïe pour le français d'accueillir toutes ces langues et toutes ces cultures qui sont diverses et qui sont toutes légitimes et toutes importantes les unes que les autres. C'est la francophonie du multilinguisme et non pas du monolinguisme.
c'est la francophonie ouverte vers les autres langues et vers les dialogues entre les langues? Alors, il y a un moment, un temps, je dirais, dans l'histoire du français qui s'est propagé en dehors de la France, c'est le français qui domine. Et je pense depuis plus je dirais, quelques décennies, maintenant le français, c'est un moyen pour la valorisation des langues et des cultures autochtones. De langue dominante, il devient une sorte de passerelle vers la visibilité pour ces langues et ces cultures. Et ça, c'est important. Et je pense que le combat de l'Organisation internationale de la francophonie pour la diversité linguistique, pour la promotion des langues et pour la défense du multilinguisme dans les instances internationales, et je sais que la représentation ici y travaille beaucoup, est un combat qui donne ses fruits, même si parfois ça peut être très minime, très limité, mais ce sont des éléments positifs qu'on peut observer à un moment donné et qu'il faudra suivre dans l'observation. Et comme je suis responsable de l'observatoire, mon travail est d'observer. Observez. L'ambassadeur parlait de 396 millions de francophones. Qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre? Comment fait-on déjà pour compter les francophones et qui est francophone? Alors, pour compter, il faut préalablement définir. Donc, nous avons commencé par installer un conseil scientifique composé de 12 personnalités, chacune issue d'une région francophone. L'espace francophone a été découpé en 12 régions différentes et on a eu une personnalité éminente par ses travaux qui a fait partie du conseil scientifique. Et avec ce conseil scientifique, la première chose que nous avons faite, c'était de définir le francophone ou la francophone d'aujourd'hui. Et donc, on a dit, d'accord, la maîtrise de la langue est importante. Jusqu'à présent, dans les éditions précédentes, la langue française dans le monde de 2010 à 2022, c'était la maîtrise de l'écrit, à savoir lire et écrire. Et donc, avec le conseil scientifique, on a élargi ce spectre-là pour intégrer d'autres dimensions. On sait que la langue, et plusieurs d'entre vous sont enseignants, la langue, elle se propage par l'oral. Donc, on a intégré la dimension orale, la maîtrise de l'oral est importante aussi. Et donc, pardon, on a intégré également d'autres dimensions qui ne sont pas langagières, proprement langagières. On a introduit la question des représentations, les représentations identitaires. Est-ce que je me sens francophone ou pas? Et ça, c'est aussi important que la maîtrise de la langue. On a introduit la question des représentations. Comment je me représente moi dans un espace et comment je représente et je me représente à ce qu'on appelle l'autre, l'altérité. Ça, c'est important. Hein, on est tous francophones, mais quelle est la hiérarchie que certains voudraient établir? Est-ce qu'il y a des francophones plus francophones que d'autres, plus importants que d'autres, ou on est tous francophones à pied d'égalité? Alors, ces dimensions-là sont importantes. Et il y a une dimension aussi qui est très importante et qu'on nous avons soulignée dans le rapport. Et pour ceux et celles d'entre vous qui le liront, soit sur la version papier, soit sur la version numérique qui est donc libre de téléchargement, nous avons pour la première fois écrit francophone, le substantif, nous l'avons écrit avec un F majuscule. Et nous avons défini pourquoi. Parce que nous accordons beaucoup d'importance au sentiment d'appartenance communautaire, en se disant, voilà, j'appartiens à la francophonie, je suis francophone, et donc francophone avec F majuscule. Et donc, quand on a défini ce que c'est qu'une ou un francophone, après, on est allé au dénombrement. Et ça a été plus facile pour dénombrer. Et qu'est-ce qu'on a introduit dans cette nouvelle édition? On a inclus une population qui était exclue jusqu'à présent. Nous avons regardé dans les pays où le français est langue officielle, co-officielle ou simple langue de scolarisation, où le français est obligatoire. Et donc, nous avons intégré les enfants de 6 à 9 ans dans ces pays-là, notamment dans les pays du Sud, francophones du Sud,
à peu près de presque une trentaine de pays différents. Et donc, en intégrant ces élèves qui ont le français au quotidien, qui le travaillent au quotidien, qui s'expriment au quotidien, donc ça nous a permis d'intégrer un certain nombre de locuteurs. Ça veut dire qu'on a adopté pour la première fois une approche inclusive. Et cette approche inclusive a permis de montrer qu'il y a des francophones qui étaient oubliés jusque-là. Et je peux dire, avec la rigueur du conseil scientifique, on a dénombré, mais à minima. On a par exemple un certain nombre de foyers francophones que nous n'avons pas intégrés dans ce 396 millions parce que nous avons manqué de temps pour des vérifications, des études sur le terrain avec des chercheurs. On s'est associé par exemple avec une cinquantaine de laboratoires pour faire le travail. Et c'est vrai, nous avions manqué de temps pour des vérifications. Et c'est pour ça que des élèves qui sont dans le préscolaire, dans les pays du Sud, n'ont pas été intégrés en nombre de francophones. Nous avons recensé à peu près 10 millions, mais nous ne les avions pas intégrés. De même, nous n'avons pas intégré les apprenants de français langue étrangère. Il y a à peu près 51 millions dans le monde. Nous ne les avons pas intégrés dans ce 396 millions. Donc, c'est un chiffre qui est important, mais je dirais, puisque je suis universitaire aussi, c'est un point d'observation. Et ce qui nous intéresse à l'Observatoire de la langue française, c'est plutôt la trajectoire. Et nous avons beaucoup focalisé sur les trajectoires éducatives. Et ça, c'est important parce que c'est évolutif et ça nous amène de nouveaux francophones, des jeunes francophones. Mais la francophonie aujourd'hui, elle est portée par la jeunesse. Donc c'est une francophonie qui est plus ouverte, qui est plus plurielle, j'allais dire aussi. Mais est-ce que ça veut dire la même chose pour tout le monde d'être francophone? C'est vrai, on peut être francophone de différentes manières. L'opposition la plus courante, c'est de dire francophone et francophile, qui renvoie à des réalités différentes. Mais à travers déjà le terme francophone, il y a des phénomènes d'inclusion et d'exclusion. Si vous regardez bien, dans le premier chapitre, on a commencé par ça. D'accord? Qu'est-ce que francophone? Mais qui est francophone? Le terme de francophone, par exemple, les Français eux-mêmes ne l'utilisaient pas pour se définir, mais plutôt pour définir les autres. Ça veut dire les Français étaient français et les autres qui parlent français sont des francophones, mais en dehors de l'Hexagone, même pour les départements ultramarins. Et donc, cette définition de francophone a beaucoup évolué. Maintenant, les Français de France commencent à se définir comme francophones. Pourquoi? Parce que le centre de gravité de la francophonie a évolué, il est allé vers le sud. Et dans ce cas, c'est pour que cette force puisse être préservée et le lien avec le nord puisse être préservé, il faut bien qu'on s'intègre et qu'on se définisse tous comme francophones. Justement, vous parliez du déplacement du centre de gravité de la francophonie vers l'Afrique. Oui. Et est-ce qu'on peut dire que l'avenir du français se passera en Afrique, justement? Alors, je dirais que le centre de gravité se déplace ou s'est déplacé progressivement vers l'Afrique pour deux raisons. Il y a la dynamique démographique. C'est-à-dire qu'on a sur une démographie qui est en progression nette. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, il y a la généralisation de l'enseignement de et en français. Et ça amène de nouveaux locuteurs. Je dirais que pour l'instant, le centre de gravité se déplace vers l'Afrique. Si on continue comme ça, à l'horizon 2050 et 2070, il y aura à peu près, sur le nombre de francophones, 9 francophones sur 10 en Afrique. Mais d'autres régions du monde peuvent faire des investissements importants dans l'éducation. Par exemple, si on prend un pays comme le Vietnam, qui a une population importante, qui a dépassé les 100 millions, et il y a une expérimentation, un projet pilote d'enseignement du français. Ça veut dire que si cette expérimentation est généralisée à l'ensemble des provinces, à l'ensemble des niveaux d'éducation dans le primaire, on peut estimer que
aussi, le centre de gravité pourrait aller vers l'Asie, parce qu'il y aurait davantage de locuteurs, il y a une démographie importante. Et dans ce cas, cette question de déplacement du centre de gravité dépend des deux facteurs, la généralisation de l'enseignement du français et la dynamique démographique. Mais c'est ça, c'est un enjeu démographique, c'est un enjeu culturel, éducatif. J'imagine qu'il y a énormément de défis aussi pour que tout le monde s'y mette. Et qu'est-ce que vous avez repéré comme défis principaux pour les 5 prochaines années? Ouais. Alors, pour les prochaines années, c'est le défi le plus important, c'est le défi de l'éducation et de la formation. Et je pense que plusieurs d'entre nous ici sont sensibles à ces questions-là. Par exemple, pour accompagner cette dynamique démographique, il faut des enseignants. Il faut des enseignants dans le Nord pour une raison différente, parce qu'il y a une crise des vocations, c'est-à-dire le métier d'enseignant ne paye pas, il n'est pas suffisamment valorisé, donc il y a moins de jeunes qui s'engagent dans les métiers de l'éducation. Dans le Sud, il y a un problème différent, c'est le problème de la formation de qualité pour les enseignants. On recrute parfois des personnes qui ne sont pas formées pour être enseignants, mais on recrute parce qu'il y a des besoins criants. L'UNESCO, je pense, dans le dernier rapport de 2024 sur l'éducation, recensait, je pense, à un manque de 15 millions à l'horizon 2030 d'enseignants, rien qu'en Afrique. Et dans les pays francophones du Sud, nous avons dans le rapport travaillé beaucoup sur l'éducation. Il y a la deuxième partie sur 4, hein, donc la deuxième partie est consacrée entièrement à cette question d'éducation et de formation. Quand on regarde dans certains pays, ce qu'on appelle le taux d'encadrement ou le ratio, je vous évite le jargon, le taux d'encadrement dans un pays au primaire, si on prend la zone Afrique subsaharienne et océan Indien, dans le primaire, il y a un enseignant devant 44 élèves. Ça, c'est la moyenne. Maintenant, si on regarde dans la cohorte des enseignants, ceux qui sont formés et ceux qui ne sont pas formés, on trouve un enseignant sur 5 formés. Par exemple, je ne veux pas stigmatiser des pays en particulier parce qu'il y a des difficultés importantes, mais dans certains pays, au lieu d'avoir 44 devant un enseignant, et si on met devant un enseignant formé, on va arriver à une moyenne de 200 élèves par enseignant formé. Et pourtant, si on regarde dans les dépenses des pays francophones du Sud, hormis ce qu'ils mettent dans le remboursement de la dette, la part consacrée à l'éducation dans le budget des États dépasse en moyenne les 25%, hors remboursement de la dette. Ça veut dire que ce sont des investissements très importants, mais on n'arrive pas à accompagner cette dynamique démographique. Et c'est pour ça qu'il y a un double défi. Dans le Nord, c'est recruter, et dans le Sud, c'est former. Et je pense que le défi de la formation est très, très important. Et pour l'accompagner, il faut un investissement massif dans ce secteur. Oui, et je pense que c'est ce qu'on retrouvera tout à l'heure dans la discussion avec les auteurs. C'est un sujet qui revient très souvent aux États-Unis aussi, hein, le déficit des enseignants et le besoin de les former, assurer la qualité aussi de l'enseignement. Ça, c'est quelque chose de très important. Je peux vous attirer maintenant sur les États-Unis et l'Amérique du Nord en particulier. Vous avez pu regarder notre livre. Et justement, comment est-ce que vous arrivez à faire ce lien entre cette carte mondiale sur laquelle vous travaillez et puis les expériences plus locales, plus nationales, en partant vers les États-Unis, par exemple, ou l'Amérique du Nord? Je sais que vous êtes basé aussi au Canada. Donc... Alors, pour le Canada et pour les provinces francophones, nous avions une visibilité plus ou moins claire sur la francophonie et son dynamisme. Dans le rapport, malheureusement, on voulait donc s'associer avec quelqu'un dans la salle qui se reconnaîtra, mais pour nous donner cet éclairage, dans le rapport, nous avons fait appel à des experts, des universitaires, des gens implantés sur le terrain,
pour participer à ce rapport. Nous avions voulu que le rapport ne soit pas l'œuvre unique de l'OIF, que ce soit l'œuvre des francophones. Et nous avons sollicité des francophones ici aux États-Unis. Nous n'avons pas pu le faire, ça reste un angle mort, mais on sait que cette progression, elle est très lente. Hein. Il y a la Louisiane, mais il y a des foyers francophones qui échappent à notre connaissance. Et justement, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, en parcourant très rapidement votre livre, et je prendrai le temps de le lire attentivement, j'ai trouvé que ces témoignages sont très, très importants. Et je voudrais garder ce lien avec votre groupe et prendre date pour de prochaines collaborations. Donc, c'est aussi important ce que vous dites, parce que ça veut dire que les petites communautés qu'on retrouve aux États-Unis ou ailleurs font partie de ce tout, de cette francophonie mondiale que vous étudiez. Ouais. Et ça, c'est important pour nous aussi de le savoir. Hein. C'est-à-dire qu'on fait partie d'une plus grande famille et qu'on y contribue aussi avec cette spécificité états-unienne, j'allais dire. La francophonie, c'est une galaxie. Et cette galaxie, il faut la comprendre avec des îlots qui sont importants et des îlots qui sont plus petits, mais le tout forme une unité. Et cette unité, à la fois par le sentiment d'appartenance, par l'identité, et je pense qu'ici, le sentiment d'appartenance est identitaire, il est beaucoup plus important que tout le reste, et je pense que vous restez reliés, et les communautés restent reliées, malgré leur, si on peut appeler isolat, malgré l'isolat géographique, ces communautés restent reliées, et ça, c'est important. Et la francophonie, c'est aussi ça. La francophonie, ce n'est pas seulement un pays monolingue comme la France. La francophonie, c'est aussi les États-Unis. C'est aussi ces communautés qui sont éparses, mais ce sont des communautés très dynamiques et qui ont des défenseurs, des gens qui cartographient avec beaucoup de précision ce qui se passe au sein de ces communautés et cartographient aussi le dynamisme de la langue qui reste le lien le plus important. Alors, avant d'inviter justement nos auteurs, est-ce qu'il y a une idée principale que vous aimeriez partager avec le public sur ce travail, sur cet ouvrage? Quelque chose qui, pour vous, peut-être pourrait être un message aussi que vous adressez aux jeunes francophones qui nous regardent sur YouTube et les réseaux sociaux? Très, très difficile de prendre un peu de haut ce qui se passe ici. Moi, je suis vraiment surpris de le sens positif du terme par le dynamisme des communautés ici. En tant qu'enseignant par métier, hein, je travaille provisoirement pour l'OIF, mais je suis professeur à l'université et je pense que le défi que nous devons tous relever, c'est le défi de l'éducation et de la formation. Partout dans le monde, c'est le même défi qu'il faut relever et c'est particulier pour le français parce que c'est à travers l'enseignement et l'apprentissage que le français progresse et nous nous réjouissons de chiffres que nous avons proposés dans le rapport, qu'il y a 170 millions d'élèves et d'étudiants quotidiens du français dans les pays où le français est langue officielle, co-officielle ou simple langue d'enseignement, sans parler du français langue étrangère. Voilà. Et donc, c'est le seul message que je peux donner. Et je voudrais vous remercier tous pour cet accueil et pour ce moment d'échange. Merci Mohamed Mbarké, on peut l'applaudir. On peut dire aussi où trouver le livre. Je sais qu'il est disponible sur Internet en téléchargement et un peu partout, d'ailleurs sur le site de l'OIF et sur le site de l'Observatoire. Donc, faites une recherche, tapez le titre du livre et vous allez tout de suite pouvoir le télécharger. Merci à notre ambassadeur également pour son mot d'accueil. On peut l'applaudir également. Je vais accueillir nos auteurs qui vont me rejoindre sur ce panel. On va passer maintenant à une discussion sur le français autour de nous. Volume 2,
c'est près de... Donc, si j'ai fait le calcul entre le volume 1 et le volume 2, c'est près de 50 auteurs qui ont contribué, chère Kathleen, 50 auteurs ont contribué à ces 2 volumes. Donc, c'est un monument qui commence à grandir. Mohamed me disait tout à l'heure, et alors le volume 3 on va peut-être attendre un petit peu. Mais donc des auteurs sont avec nous sur ce panel, d'autres auteurs sont dans la salle et je les remercie. Et bien sûr, de nombreux auteurs nous regardent sur YouTube en ce moment, je les salue. C'est un privilège de pouvoir vraiment réunir ces différents points de vue sur la francophonie. Donc, on a quelques questions là aussi pour essayer de voir ce qui se passe aux États-Unis, de présenter ce qui se passe dans certaines catégories. Nous avons le plaisir d'accueillir Jessamine Irwin, qui est professeure à NYU, qui a écrit un chapitre qui s'appelle « Enseigner, apprendre et vivre en français ». Il y a aussi un focus particulier de Jessamine sur l'État du Maine. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il faut aller au nord-est des États-Unis. Nous avons la chance d'avoir Claire-Marie Brisson, chercheuse à l'université de Harvard et autrice du chapitre sur la francophonie dans la Rust Belt. Alors, encore une fois, la Rust Belt, c'est quoi? C'est une région du nord-est qui va du Midwest jusqu'au nord-est des États-Unis, autrefois très industrielle. Une ceinture, je crois qu'on l'appelle la ceinture de la rouille, si c'est exact encore en français. On a aussi Bertrand Tchoumi, qui est un ancien directeur d'école et fondateur d'école bilingue sur la côte Est. Donc, il y a un travail très intéressant sur la construction d'une identité francophone dans les écoles bilingues, avec bien sûr un regard particulier sur les milieux urbains, à New York en particulier, où il a été directeur. Nous avons la chance d'avoir Peggy Finn, la directrice exécutive du Codophile, qui interviendra au nom des auteurs francophones louisianais, et ils sont nombreux à avoir contribué à un chapitre. Et donc, elle pourra aussi nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe en Louisiane en ce moment. John Toussignan, qui est là aussi, qui nous a fait le plaisir de venir de Manchester, New Hampshire. Il est le directeur du Centre franco-américain de Manchester, auteur du chapitre sur la réappropriation d'un héritage. Donc voilà, nous allons tous ensemble discuter justement qu'est-ce qu'on va faire de cet héritage francophone. Est-ce qu'on en fait une force d'avenir aux États-Unis? J'espère que oui. Donc je vais vous poser une première question. On parle bien sûr du français en mouvement aux États-Unis. Donc où est-ce que vous le voyez, vous, aujourd'hui dans votre communauté? Où est-ce qu'il est en mouvement? Et qu'est-ce qui vous dit qu'il est en mouvement? Peut-être qu'on peut commencer avec Jessamine, si tu veux, avec le Maine, en français, vous voyez cet état du Nord-Est vivant et comment? Oui, alors bonjour. Parce que cela n'a pas encore été dit, moi je viens du Maine, c'est très important, je trouve, parce que c'est un État dans lequel il y a beaucoup de Français. Le français en mouvement, on va dire qu'on le retrouve très facilement dans le sud de l'État, surtout dans le comté Cumberland, près de Portland, Maine. C'est notre plus grande ville. Donc, dans le sud de l'État du Maine, on a reçu beaucoup d'immigrés. Je crois que j'ai lu récemment que, je ne sais plus le nombre, mais un grand nombre de personnes sont arrivées depuis 2019 et un grand nombre de francophones. Moi-même, j'ai réalisé un documentaire sur ce sujet, sur la ville de Lewiston, Maine. Mon documentaire s'appelle Le Carrefour, si jamais ça vous intéresse. Mais en termes de mouvement, on reçoit des gens qui arrivent avec le français, mais je crois que notre défi pour l'instant, c'est de savoir comment soutenir cette communauté, renforcer le message que
oui, il faut apprendre l'anglais, mais il ne faut pas oublier les langues avec lesquelles on arrive non plus. Donc, dans le sud, on a énormément de nouveaux francophones. Et puis dans le nord, Peggy connaît déjà très bien, puisqu'elle vient du Nouveau-Brunswick, mais nous avons dans le comté d'Aroostook ce qui était l'Acadie dans le passé. Donc on a beaucoup de on dit franco-américains chez moi. Donc ce sont des francophones d'origine franco-canadienne, mais de loin. et c'est une autre histoire aussi, mais voilà, c'est le français dans le Maine. Alors, on va rester dans la Nouvelle-Angleterre avec John et peut-être justement sur cette réappropriation franco-américaine, où voyez-vous un mouvement dans votre région? Est-ce que c'est dans la langue? Est-ce que c'est dans la mémoire? Est-ce que c'est dans les familles, dans la communauté? Je dirais que le mouvement, l'évolution viennent grâce à l'Internet, parce qu'on a l'opportunité de voir et d'écouter des différentes cultures qu'on ne pourrait pas voir il y a 20 ans. Et dans la Nouvelle-Angleterre, au New Hampshire, peut-être pas dans le Maine, mais non, dans la Nouvelle-Angleterre, il y avait un sens que les personnes qui parlent français, franco-américain, québécois, ils parlaient un pire français. C'était pas le même niveau que désiré. Et il y avait beaucoup de honte. Mais maintenant, étant donné que les jeunes peuvent regarder sur TikTok ou YouTube ou autres moyens les différentes cultures francophones, je crois que ce sens devient plutôt un sens d'égalité, de différence, mais pas nécessairement de niveau. Et c'est là où je trouve une évolution très important pour nous. Avec la technologie et les nouveaux médias. On va passer un peu plus au sud maintenant avec la Louisiane et Peggy Fienne. Est-ce que tu peux voir un mouvement chez les Louisianais? Est-ce que le français bouge? Oui, alors, merci. Bonsoir à tous. Oui, le français bouge forcément en Louisiane comme partout ailleurs. Et c'est la nouvelle génération qui a appris le français à l'école ou à l'université ou encore dans des séjours linguistiques de courte durée un peu partout sur la planète qui est nos francophones maintenant de plus en plus parce que malheureusement, les populations âgées, ils disparaissent et c'est triste l'histoire, mais ces gens-là, les gens qui ont appris le français à l'école, à la maison, n'existent plus vraiment, sauf qu'un petit cas par-ci par-là, comme ma fille par exemple, mais c'est une personne dans des millions. Alors oui, le français évolue et se transforme, mais la génération nouvelle, c'est celle qui porte la francophonie en Louisiane, alors c'est bien. Ça, c'est la jeune génération porte cette francophonie en Louisiane et on le sent, que ce soit dans la musique, que ce soit même si c'est triste que l'autre se perd. Oui. C'est la réalité. C'est la réalité. Claire-Marie, alors la Rust Belt, on n'en a pas entendu beaucoup parler. En tout cas, c'est pas évident de la placer dans la francophonie, mais peut-être que tu peux nous dire pourquoi et est-ce que tu vis une francophonie en mouvement dans cette région? Merci encore à tout le monde d'être ici. Donc, moi, j'ai grandi près de Détroit, au Michigan. Donc, je m'appelle franco-michiganaise. Puis, mon livre qui va sortir l'année prochaine, ça s'appelle Michiganaise. En fait, ça va être en anglais parce que je veux introduire d'abord la francophonie aux anglophones aux États-Unis et en Amérique du Nord. Et la réalité, c'est que j'ai grandi à la frontière. J'ai grandi à la frontière avec le Canada et les États-Unis. Et ce qui est intéressant et inspirant, ma ville natale et puis la ville où j'ai grandi, Dearborn, 53% de la ville parle une langue autre que l'anglais. Ce que ça veut dire, les langues n'habitent jamais seules où j'ai grandi.
Donc, moi, ma maison, c'était plutôt francophone puis anglophone, puis on a vraiment côtoyé ça avec la ville de Dearborn. Mes voisins parlaient arabe, russe, plusieurs langues à la fois, espagnol. Et donc, quand on a vraiment visité les autres maisons, on a parlé nos langues ensemble. Et je trouve ça beau, la beauté, la richesse du partage de la francophonie. Ce qui est intéressant, à part le Michigan, donc le Michigan, on a 116 000 francophones qui se disent « je suis francophone, je parle français ». Ça, c'est les statistiques. Les statistiques, des fois, on dit pas que « oh oui, je suis francophone si je parle pas français au travail », par exemple. Donc, je connais beaucoup de francophones, beaucoup de franco-ontariennes qui croisent la frontière. Ma famille aussi, ma famille habite au Canada et mes parents et moi, on était au Michigan. On a aussi quelques communautés dans le Midwest. Donc, le Midwest américain, on a une grande histoire avec la langue française, mais en même temps, on a des communautés comme Sainte-Geneviève, Missouri, Sainte-Geneviève. J'aurai le plaisir de partager avec eux cet été, qui était francophone, qui était et qui maintenant a toujours un lien avec la francophonie. Donc, nous, au Midwest, en anglais, on a un terme flyover state. Ça veut dire d'un côté à l'autre, on évite d'aller dans cette partie, mais vraiment, on habite la périphérie culturelle et en même temps la périphérie linguistique parce que nous avons beaucoup de langues, nous aussi, dans le Midwest. Donc, j'ai le grand plaisir de partager ça avec tout le monde dans la francophonie. Merci, merci. Bertrand, justement, parlons un petit peu des écoles. Est-ce que tu vois un français en mouvement dans les écoles, dans les familles? Est-ce que ça veut dire aussi que les élèves se reconnaissent dans la francophonie encore aujourd'hui, de ton expérience de directeur d'école? Merci pour cette opportunité. Je pense que lorsqu'on pense à la francophonie comme étant un mouvement et que l'on regarde un peu la relation qui existe entre les familles, les différentes communautés francophones et la francophonie, je pense qu'il s'agit beaucoup plus d'une relation qui est à la fois celle de mémoire. Par exemple, pour certaines familles francophones, surtout à partir de mon expérience ici à New York, lorsque j'étais directeur de la New York French American Charter School, où les parents avaient besoin de conserver cette relation historique traditionnelle avec le français, pour la plupart les parents immigrants d'Afrique francophone. Mais il y avait aussi une certaine relation d'avenir parce que les parents voyaient en le français, en l'usage de la langue française comme étant un tremplin, comme étant un moyen pour permettre à leurs enfants, par exemple, d'avoir une plus-value éducative, permettre aux enfants de pouvoir avoir des opportunités, une ouverture des opportunités de mobilité sociale et professionnelle et de pouvoir se repositionner par rapport aux autres enfants qui étaient monolingues. Oui, c'est ça. Donc, c'est aussi perçu comme une opportunité socio-économique. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, j'imagine, dans toutes les écoles. Dans d'autres régions, peut-être, je regarde Peggy, parce que c'était une des questions qui était revenue dans le livre sur comment faire une réalité économique pour le français et les francophones. On parle même de franco-durabilité en Louisiane. C'est un terme que je trouve assez charmant, mais qui reflète justement ce besoin de connecter avec les opportunités. Oui, et les raisons varient d'une région à l'autre. Autour de Lafayette, c'est vraiment l'héritage. De garder l'héritage cadien, créole, francophone qui existe en Louisiane depuis fort longtemps. À la Nouvelle-Orléans, les raisons sont plutôt peut-être économiques, internationales, et donc des raisons différentes des gens qui viennent de l'extérieur. Mais pour moi, la raison est peu importante tant qu'ils apprennent le français. Tant qu'ils apprennent, tant qu'ils se sentent francophones. On peut revenir sur la question d'héritage, justement, parce que John, c'est un des sujets qui t'intéresse le plus. Et justement, est-ce que le français aux États-Unis est d'abord comment dirais-je, une mémoire à préserver, ou est-ce que c'est une langue d'avenir? Comment est-ce que tu arrives à jongler les deux, le passé
et l'avenir, justement? Ou est-ce que c'est les deux à la fois? Jongler, c'est le mot parfait parce que il faut apprécier l'héritage que nous avions, mais aussi si l'héritage reste dans le passé, ça ne sert à rien. Il faut faire quelque chose, il faut continuer à développer les idées. Alors, on fait ça avec nos groupes de conversation. On encourage les personnes âgées de participer, de partager leur héritage, mais en même temps, on accueille les jeunes qui peuvent dire ce qu'on fait aujourd'hui dans leur vie pour implanter un sens de l'importance de la langue française et de la culture francophone dans leur vie. Je me tourne vers Claire-Marie parce que je pense que ça résonne aussi avec ce que tu as écrit dans ton chapitre et ce qui se passe dans la Rust Belt, en fait. Et c'est surtout cette francophonie qui n'a pas disparu, déjà, mais qui doit être aussi retrouvée, nommée, rendue visible. Quel est ton point de vue sur ça? Donc, Détroit, c'est une ville de ponts. On a 3 ponts avec le Canada. Et ces 3 ponts, ça représente à peu près 80% de l'économie canadienne qui passe par la porte de Détroit vers nous, aux États-Unis. Donc, pour moi, si on pense économiquement avec la francophonie, quand on traverse la frontière de Détroit à Windsor, Ontario, on voit immédiatement le bilinguisme à la frontière. On peut parler français, on peut parler anglais. Donc là, on a la richesse de notre partage avec le Canada dans le Midwest. Deuxièmement, on a nos communautés dans le Midwest qui, historiquement, ont été francophones. On a une grande présence de la francophonie, même dans les toponymes, dans les villes, dans notre région, dans l'espoir de continuer cet héritage, cette histoire, maintenant, avec les apprenants, avec les gens qui sont dans la région. Donc, pour moi, le mouvement, c'est une zone de mouvement. Les Grands Lacs, c'est vraiment le mouvement. Et si on prend une perspective autochtone en parlant des Grands Lacs, on voyait d'abord les Grands Lacs par l'eau. Donc, on peut voir les veines de la francophonie et les veines de l'histoire dans l'eau. C'est l'eau qui nous connecte, c'est l'eau des Grands Lacs, puis qui descend dans le Mississippi vers nos amis dans la Nouvelle-Orléans, qui nous connecte, qui nous relie. Et c'est par la richesse de la sagesse autochtone qui nous avait donné la francophonie aux États-Unis et au Canada. Donc, on voit ça, on voit les traces qui sont vraiment multiculturelles, qui sont ici en Amérique du Nord. Et c'est précieux, ça, c'est un grand cadeau. Et pour moi, le mouvement, ça continue d'être partagé entre nos communautés. Quand on a des... Moi, quand je suis entrée ici ce soir, j'ai dit « Waouh, l'énergie qui est avec nous ». C'est ça, c'est l'énergie de nos communautés qui nous donne plutôt la force, l'inspiration pour l'avenir de la langue française. Et je vois la langue française comme pont, ça aussi, pour les communautés. Donc, on a discuté que l'Afrique, c'est l'avenir de la langue française. On peut voir que, comme Jessamine avait fait dans Le Carrefour, dans son film, on voit que la renaissance de la langue française, c'est pas même le passé, c'est l'avenir des gens qui arrivent chez nous. Donc, quel espoir nous avons. C'est aussi une transmission, justement, tu parles beaucoup de transmission dans ton travail, Jessamine. Comment est-ce que tu le vois, cette transmission du français? Est-ce que c'est pas réduire le français à une langue étrangère, c'est pas non plus le réduire à une langue du passé, c'est une langue tournée vers l'avenir, et je sais que tu le fais au quotidien avec tes étudiants. Donc, cette question de transmission, tu la vois comment? Alors, la transmission, c'est vrai que, parce que dans le Maine, en fait, nous avons plusieurs variétés de français, parce que nous avons eu beaucoup de mouvements.
plusieurs vagues d'immigrés qui sont arrivés du Canada, d'abord d'Acadie et après du Québec, surtout de la Beauce. Et aujourd'hui, nous avons les immigrés qui viennent des pays africains où le français est parlé parmi d'autres langues. Donc, l'approche, je crois que la question de transmission, ça devient pas compliqué. J'aime pas dire compliqué parce que je veux pas que ce soit négatif, mais je veux dire ça devient très varié. Parce que on peut parler du français comme langue d'héritage pour les Franco-Américains qui habitent dans le Maine depuis longtemps, qui parlent français comme première langue, mais qui, comme dans le New Hampshire, ont fait face à beaucoup de difficultés parce qu'à l'époque, le français n'était pas valorisé comme ça l'est aujourd'hui. Donc, pendant très, très longtemps, ils n'ont pas transmis, la langue n'a pas été transmise aux enfants. On dit souvent qu'il y a eu une génération sautée parce que quand les usines, ou comme on dit dans le Maine et dans le New Hampshire, certainement, les moulins, dans le français local, on dit moulin, quand les moulins ont fermé, c'est comme s'il y a eu une rupture dans les communautés francophones de l'État du Maine, une blessure, oui. Mais aujourd'hui, ce qui est cool, Claire-Marie, elle a beaucoup parlé des ponts. Aujourd'hui, avec les nouveaux immigrés francophones, les Franco-Américains du Maine qui ont longtemps oublié leur français retrouvent leur français. Donc, c'est très beau. Je crois que les échanges entre les nouveaux immigrés et les francophones du Maine qui probablement ne pensaient pas qu'un jour, dans les sphères publiques, on pourrait encore parler français, comme dans leur enfance. Je crois que c'est très puissant. Et donc, on a cette transmission entre deux groupes qui parlent déjà français, mais pour les nouvelles générations, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, je suis professeure, donc je vois l'avenir très souvent à travers l'enseignement et l'apprentissage, comme vous. Il faut soutenir ces communautés parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pression sur les nouveaux immigrés de parler anglais pour plusieurs raisons, mais surtout pour le travail. Et je crois que quand on a ce message répété que l'anglais est important, il faut parler anglais, c'est comme si on venait dire que les autres langues que vous parlez ne sont plus légitimes. Et on sait que c'est totalement faux, que c'est une richesse de parler plusieurs langues. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on n'ait plus de générations sautées pour la transition des langues? Et moi, je crois que ça commence dans les écoles. Donc, voilà. Je me tourne vers le directeur d'école. Et puis aussi cette génération qui vient d'arriver aux États-Unis, principalement d'Afrique, mais aussi des Caraïbes et d'ailleurs. Mais comment fait-on alors finalement pour transmettre, faire qu'ils ne se noient pas dans l'anglais aussi, qu'ils s'intègrent aussi et développent leur identité francophone tout en étant des Américains de ce pays? Je crois que c'est une question très importante parce que le contexte scolaire est un peu différent. Mais je crois qu'il faut d'abord reconnaître l'importance de l'anglais. Parce que même si nous sommes immigrés, nous arrivons avec des réalités linguistiques, nous vivons dans un environnement qui est anglophone. Ça, il faut le reconnaître. Mais il faudrait aussi également reconnaître et valoriser les langues d'origine. On a parlé du Lingala, on a parlé du Swahili, du Bambara, du Wolof, toutes les langues que les immigrants apportent. Ça, c'est très important. Et on a aussi parlé des ponts. Donc, il est question pour nous, en tant qu'éducateurs, comment créer des ponts entre les différentes communautés qui parlent ces langues. Et c'est quoi? C'est là où il y a tout l'enjeu vraiment de l'éducation se trouve à ce niveau-là. Parce que nous savons très bien que dans notre système scolaire, par exemple, il n'y aura pas une évaluation en Lingala. Il n'y aura pas une évaluation en Wolof. Il n'y aura pas une évaluation peut-être en français, c'est un contexte d'immersion comme la New York French American School ou en anglais peut-être. Mais pour créer ce pont, il faut que les communautés se parlent. Et l'école est vraiment le lieu, je crois, le lieu idoine où les différentes communautés peuvent se parler. Tu vois, à travers des rencontres culturelles, tu vois, à travers des échanges, à travers des partenariats, mais à travers, n'est-ce pas, la compréhension des uns et des autres. Parce que nous savons à travers la recherche, lorsque j'écrivais cet article, que lorsqu'on valorise la langue de l'élève, lorsqu'on reconnaît l'importance de sa langue,
cela encourage l'élève, n'est-ce pas, à se valoriser soi-même. Donc, ça lui donne plus de confiance. Et on sait que lorsque les élèves ont plus confiance en eux-mêmes, les chances de réussite scolaire sont plus élevées. Donc, c'est ça d'abord l'outil. C'est un outil psychologique pour l'élève de reconnaître que j'apporte une valeur ajoutée. Ma langue, ma culture n'est pas un déficit, c'est un atout, c'est une richesse. Même si cet atout, même si cette richesse, même si cette langue n'est pas celle que j'utilise au quotidien pour pouvoir m'exprimer et faire mes devoirs, peut-être répondre aux faits des tests, tout ça, mais le fait que dans l'environnement scolaire, par exemple à New York French American Charter School, pendant le déjeuner ou bien pendant la récréation, j'avais des élèves qui parlaient le bambara entre eux, ce n'était pas un problème. Lorsqu'il y a des tests, par exemple de mathématiques, il y avait la possibilité pour les élèves qui étaient des apprenants, ce qu'on appelle les apprenants de l'anglais, les nouveaux immigrants, les nouveaux immigrés, pardon, il y avait la possibilité pour eux d'avoir un interprète qui pouvait le faire dans la langue. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de trouver des interprètes dans toutes les langues, mais autant qu'on pouvait, on offrait à ces élèves la possibilité de leur expliquer le test en anglais, dans leur langue d'origine. Par exemple, je l'ai fait en français pour ceux qui étaient francophones. Il y en a des enseignants qui parlent le bambara, qui parlent le wolof, et qui peuvent le faire dans ces différentes langues-là, tant qu'on était sûr que l'élève avait une certaine compréhension écrite et orale de cette langue. Je regarde Peggy et la Louisiane et le travail qui est fait avec le Codophile, qui est finalement un organisme formidable, puisqu'il n'y en a pas d'autres ailleurs aux États-Unis. La seule. Le seul à faire des programmes, à soutenir des programmes d'immersion en français dans de nombreuses écoles. Et finalement, ce travail d'identité, de comment naviguer avec l'anglais, avec d'autres langues, vous y pensez tous les jours? Oui, ben c'est ce qu'on fait. On est en plein dedans, le recrutement pour la rentrée scolaire 26-27. Mais oui, alors le Codophile recrute les enseignants à l'étranger depuis 1972 avec l'idée qu'ils allaient former assez de franco-louisianais pour enseigner dans les écoles louisianaises. Cette année, nous avons 155 enseignants internationaux. Visiblement, ça n'a pas marché. Parce qu'on recrute encore massivement en France, en Belgique, au Canada et aussi dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais ces programmes d'immersion, pour la plupart, on en a une quarantaine avec 5500 élèves. On reconnaît la chance qu'on a d'avoir des partenariats avec les gouvernements français, belges, canadiens pour faire le recrutement des enseignants. Et c'est aussi parce qu'on est une organisation gouvernementale qu'on a la chance de faire des accords de coopération avec la France, qu'on a signé à Paris en 2024 lors du sommet de l'OIF à Paris et qu'on a re-signé, parce qu'on les signe depuis les années 70, mais aussi des nouveaux partenariats avec des provinces canadiennes comme l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse qui sont aussi des partenaires de la francophonie, mais avec ces provinces-là, on fait des partenariats culturels, des stages universitaires pour des apprenants, des futurs formateurs. Mais alors oui, c'est ce qu'on fait, nous, au travail à tous les jours. Et le Codophile, qui est l'Agence de développement du français, est, comme je disais, la seule agence dévouée à une langue au niveau gouvernemental comme on est aux États-Unis. Et le Maine, on avait déjà parlé avec le Maine parce qu'on a l'expérience de la francophonie et de déposer un dossier de candidature. Alors, si jamais vous avez besoin d'aide, vous nous le direz. On peut vous aider. Est-ce qu'on peut faire un Codophile dans le Maine ou dans le New Hampshire? Est-ce que c'est possible d'imaginer une avancée institutionnelle au niveau de l'État? Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, ça existait dans le passé, mais pas le Codophile exactement. C'était dans les années 90. Et donc, j'étais enfant dans les années 90, donc je sais plus exactement qui est-ce qui avait créé ce projet, mais c'était, je crois, le consulat à Boston qui avait créé un programme d'immersion dans des écoles dans le Maine. Et aujourd'hui, je crois qu'on a relancé, mais seulement à Lewiston, parce que je suis en contact avec l'Université du Maine
à Lewiston, il y a plusieurs campus, mais celui à Lewiston a commencé un groupe pour les parents des enfants. C'est un groupe pour les parents qui veulent élever leurs enfants bilingues. Et je trouve l'idée géniale parce qu'à Lewiston, on sait qu'il y a énormément d'Africains qui parlent déjà plusieurs langues et qui veulent que leurs enfants parlent soit le français, soit le lingala, le chiluba, etc. Et donc, je suis en contact avec Anna Faraday, c'est la personne qui est responsable de ce groupe. Et elle m'a expliqué qu'en fait, ils ont commencé par une présentation par une professeure de l'Université du Maine qui travaille dans la revitalisation des langues. Et donc, elle se focalise sur pourquoi il faut garder les langues, comment on peut se sentir légitime, comment on peut sentir que nos langues sont importantes. Et donc déjà, on a un petit point de départ, mais ce serait bien que ce soit répandu dans l'État et pas seulement à Lewiston, même si c'est déjà très important. Donc, oui. Et dans le New Hampshire, le Centre franco-américain est très chanceux de travailler en partenariat avec la Fondation Albertine. Et la Fondation nous a donné des fonds pour lancer un programme de français comme langue d'héritage. C'est une immersion à 90% en français avec les jeunes de 8 ans à 10 ans. On l'a lancé il y a 3 ans. On a eu 15 étudiants la première année, 35 la deuxième année en 2 écoles. Cette année, on a 3 écoles avec 45 personnes. C'est pas que de fil, pas encore, mais quand même, c'est un début pour reconnaître l'importance de langue d'héritage. Très bien. Je voulais passer à une autre question, puisque je vous entends et on a bien sûr des francophones de différents États, de différentes origines, et je me pose la question maintenant de savoir s'il existe vraiment une francophonie des États-Unis. Tout à l'heure, Mohamed Mbarki parlait de francophonie plurielle dans le monde entier. Maintenant, est-ce qu'aux États-Unis, on peut parler d'une francophonie ou est-ce qu'il y a des francophonies? J'aimerais bien avoir votre point de vue sur ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous interpelle. Parle-t-on d'une francophonie états-unienne ou ce qui se passe à la Rust Belt? Est-ce que ça se connecte avec la francophonie de New York, par exemple, ou de Louisiane? Pour ma part, je pense que je ne vois pas, je sais que par rapport à mon regard, le regard que je porte sur la francophonie est une francophonie qui est vraiment, elle est vivante et dynamique parce qu'elle est vraiment très diffuse. Lorsqu'on écoute les uns les autres, on se rend compte que d'un État à l'autre, il y a des différentes réalités. Et elle est aussi beaucoup plus plurielle, même si on sait qu'elle est en transformation, toujours en transformation. Parce que la réalité dans les écoles, par exemple, est totalement différente de la réalité que nous voyons au niveau des communautés, comme les communautés historiques louisianaises, par exemple, qui ont un regard sur le patrimoine, sur l'histoire, alors que l'école est beaucoup plus dynamique, par exemple. L'école est beaucoup plus engagée vers la créativité, vers une vision plus globale du monde, par exemple. Et par exemple, aussi, on se rend compte que parce qu'il y a l'intérêt d'ancrer les pratiques scolaires dans la réalité, dans le vécu des élèves, automatiquement, les réalités francophones seront différentes. Par exemple, quand je parle au cas de la New York French American Charter School, j'avais une majorité des élèves qui étaient d'origine, qui étaient des immigrés africains, et je compare par exemple avec un État comme à Utah, par exemple, on voit bien qu'il y aura un regard totalement différent. La réalité socio-culturelle de l'État impose une francophonie qui est aussi différente. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une base. Et c'est là où j'ai une thèse. Et c'est là la raison pour laquelle j'ai écrit cet article, c'est que, comme on l'a dit si bien ici, c'est que l'Afrique, par exemple, au
aujourd'hui et dans le futur, aura, qu'on le veuille ou non, la majorité des locuteurs du français. C'est la raison pour laquelle ma thèse est la suivante. Quel que soit l'État, quel que soit le contexte socioculturel où on se trouve, la francophonie fondée, ancrée dans les réalités socioculturelles africaines doit être le point de départ. Parce que la plupart des locuteurs sont africains et l'Afrique représente, avec la jeunesse, avec le contexte géopolitique, un centre d'intérêt, n'est-ce pas, incontestable. Alors, Claire-Marie, la francophonie michiganienne, si je le prononce bien. Ben, ce qui est intéressant, à Détroit surtout, on avait la vision un peu folklorique de la francophonie. Ça veut dire la fondation de la ville de Détroit, 1701. Et on avait dans nos manuels scolaires, par exemple, l'histoire des francophones dans l'État de Michigan. Et après ça, rien. Mais il y avait une communauté, et je traite cette question dans mon livre. Dans le 19e et 20e siècle, au Michigan, on avait des vagues de francophones qui arrivaient. Et maintenant, on a 4e vague de francophonie dans le Michigan. Donc, ce que ça veut dire, il y a un grand besoin pour la langue française, d'abord pour les professeurs dans l'État, un peu comme, bien sûr, en Nouvelle-Angleterre, on a ça en Louisiane, bien sûr, un peu partout aux États-Unis. Mais il y a aussi un changement de vision pour la francophonie. Donc, quand on dit French in Detroit en anglais, ça veut dire plutôt le moment colonial. Mais quand on dit OK, mais là, on a des francophones. Donc, le mot francophone, c'est pas très connu en anglais. Et donc, ce qu'on doit faire, un peu avec mon livre, je l'appelle d'ailleurs michiganaise, c'est un peu comme mayonnaise. Donc, c'est un blending, un mélange d'expériences et bien sûr de l'histoire du Michigan. Et ce qu'on doit faire maintenant, c'est de voir la progression de la langue française dans l'État. On a des organismes comme Bonjour Détroit qui donnent les premiers jeux de la francophonie pour les étudiants parce que c'est par la jeunesse que ça va changer et par l'éducation. Et il y a aussi le Caribou à lunettes, c'est une librairie francophone à Détroit qui donne des livres aux enfants. Et ils ont une bibliothèque roulante. Donc, ça nous aide beaucoup, mais il y a beaucoup de travail à faire pour l'avenir. Je me demande pour chère Peggy si justement la Louisiane ne peut pas servir d'exemple pour penser la diversité francophone, puisque la Louisiane, c'est à la fois des franco-louisianais, des créoles, Kouribini, il y a toute une diversité déjà présente qui représente un tout, qui est une francophonie franco-louisianaise. Et puis, il faut ajouter à ça les enseignants internationaux. Alors, nos enfants, nos élèves dans nos écoles ont pas l'accent franco-louisianais typique cadien des vieux. Ils parlent comme leurs profs du Sénégal et de la Belgique et ils ont peut-être des expressions qu'ils ont retenues de leurs grands-parents, par exemple, à cette heure au lieu de maintenant, ou je suis après manger au lieu de dire je suis en train de manger, ou je vais aller ici au lieu de dire je vais, mais ils disent 90 et ils disent, vous savez, alors ils parlent vraiment, ils changent d'accent d'une année à l'autre. Et c'est l'accent des élèves en immersion, ça c'est un peu partout, mais vraiment, si on perd un peu l'accent typique franco-louisianais, on en gagne un qui est nouveau et qui est un peu amusant. Je pose la question de manière très vaste, à savoir si la francophilie peut être une porte d'entrée sur la francophonie. Je partage avec mon ami Demaine. Mais je suis très heureux que vous avez mentionné Lafayette. Dans l'État de New Hampshire, il y a un jour, c'est pas férié, mais c'est un jour dédié à Lafayette. C'est le 20 mai et c'est encodé dans la loi qu'il faut reconnaître la valeur de Lafayette.
On pense de cette année le 250e anniversaire des États-Unis, mais aussi ça fait le 250e anniversaire de l'alliance entre la France et les États-Unis. Alors, ça nous donne une bonne occasion de souligner l'importance de nos rapports avec nos amis français. Moi, je voulais laisser le temps aux questions d'Internet, mais justement, à Lafayette, la maire, je ne sais pas si on dit maire, elle dit Madame Mayor, d'origine francophone, Monique Blanco, la fille de la gouverneure Kathleen Blanco Babineau. Alors, Madame la maire fait un mot de bienvenue à l'aéroport. Je l'entendais hier quand j'étais à l'aéroport. Je m'appelle Monique et bienvenue à Lafayette. Mais là, s'arrête son français et là, je voudrais pas... Mais elle est vraiment fantastique, mais il faut créer des opportunités aussi pour nos élus de faire des petits cours de français, French for Business, French for Politics, French for je sais pas quoi, mais pour les accompagner pour avoir un minimum de français. En Louisiane, on est chanceux d'avoir des législateurs francophones, mais le nombre diminue. Ils étaient 20, 25, 30, juste 20 ans passés. Et là, j'en ai 3, 4. Alors, mais il faut quand même continuer à travailler là-dessus, oui. OK. Je vais juste revenir à la première question aussi, parce que je crois qu'il faut changer notre approche d'enseignement, comme vous avez évoqué, parce que dans mon chapitre, je parle beaucoup de l'enseignement, de la pédagogie communautaire comme pédagogie durable, parce que on sait qu'il existe déjà dans le Michigan, en Louisiane, dans le New Hampshire, on sait qu'il y a des francophones et à New York aussi, énormément de francophones, n'est-ce pas? Donc, je crois que comme professeur, je le fais déjà. J'ai créé un cours autour de ça, autour de experiential learning, l'apprentissage par l'expérience. Et dans ce cours, dans cette pédagogie, on va vers les communautés et c'est elles qui nous enseignent en fait. Donc, je crois que si on peut nous réunir, mais aussi dans le cadre d'enseignement, dans cette approche de pédagogie communautaire, si on peut faire ça, c'est bien non seulement pour nos étudiants, mais aussi pour les communautés autour de nous. Qui se sentent probablement d'autant plus légitimes quand on leur dit est-ce que cela vous intéresserait de nous enseigner parce que vous êtes les détenteurs du savoir aussi. Donc oui, pour changer d'approche, oui. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Je voudrais juste réagir sur l'excellente question du monsieur par rapport aux francophiles qui exaltent Lafayette. Je voudrais dire que c'est un signal suffisamment séduisant pour nous, c'est très attrayant. Partout où on parle français, ça nous attire et ça nous aimante. Nous avons, dans notre élan de promotion de la langue française, nous voulons avoir un contact, une interaction régulière avec toutes les communautés, aussi petites qu'elles soient. Je suis en pèlerinage sur l'ensemble du territoire. J'ai été avec Peggy quelque temps à Washington, à l'Organisation des États américains pour encourager le français. Nous allons dans les quartiers, dans toutes les cellules aussi petites qu'elles soient, qui promeuvent ou qui admirent ou qui sont fascinés par le français. Je pense que ça vaut un échange lorsque nous serons à la récréation pour que nous puissions repérer, n'est-ce pas, ces admirateurs, ces fascinés du français pour établir le contact et voir dans quel moyen nous allons garder allumée leur flamme, pas seulement pour Lafayette, mais pour la belle langue française. Je vous remercie. Et si c'est pas, je voudrais ajouter quelque chose parce que ce défi qu'il y a entre la francophilie et la francophonie,
Je crois que ça ne s'exclut pas. Je crois que le défi est tout simplement de reconnaître la diversité. Parce que lorsqu'on parle de diversité, il y a des francophiles. Il faut les respecter et valoriser ce qu'ils valorisent. Il faut tout simplement reconnaître aussi qu'il va falloir valoriser ce que d'autres francophones valorisent. Je crois que c'est vraiment ça le défi. Je pense qu'on ne peut plus les arrêter. Ils ont envie de parler, ils ont envie de continuer à parler, ce qui est formidable. Ça montre que la discussion a été très riche. On va les remercier tous d'avoir partagé leurs travaux. Encore une fois, c'est un livre que je vous encourage à lire. Vous le trouverez sur le site calec.org, le français autour de nous. Applaudissons nos invités. Je voudrais donner le micro à ma coéditrice, Kathleen Stein-Smith, pour le mot de la fin et lui laisser l'honneur de clore notre rencontre. Kathleen, c'est à toi. Merci. Tu peux venir devant les caméras si tu veux. On te voit. Oui. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Parle dans le micro. Merci à tous d'être présents ce soir. Un grand merci à l'OIF et à French Morning et des remerciements tout particuliers à l'ensemble de nos auteurs, ainsi qu'à Fabrice Jomont et au CALEC pour leur soutien de notre projet de livre, les volumes 1 et 2. Et je vous conseille tous de lire le volume premier également. Alors, je voudrais aussi remercier les auteurs qui sont présents. Je vois notre ami Franck Mounier qui est là, auteur dans le volume 2. Et puis, les panélistes, les membres de la table ronde. Et c'est... Ah bon, Jasmine, j'ai mes lunettes pour la lecture, alors je m'excuse. Alors, je ne vous vois pas tellement bien. Mais j'aimerais aussi remercier... Comment? Oh, Emmanuel, je vous vois là. Et madame? Ah bon, je m'excuse. Est-ce qu'il y a autre auteur ici que je ne vois pas? Je devrais aller chez l'ophtalmo prochainement. Bon, mais quand même, j'aimerais aussi remercier les auteurs qui ne sont pas ici avec nous ce soir. Et puis, j'ai devant moi Marguerite Tabus, Hamza Jimli, Jessamine qui est là, Jerry Parker qui n'est pas ici, Frédéric Grimm, Maya Angela Smith et Bertrand Choumi qui est ici présent. Et un peu de patience, s'il vous plaît. Et puis, Elsie Douce, Jonathan Olivier, Valérie Barrault-Augereau, Emmanuel Kayembe qui est ici, et Timothy Beaulieu, Melody Keelig, Scott Tilton, Eileen Angelini and Rebecca Sewell, Joseph Bolton, John Toussignan qui est ici, Patrick Lacroix, Camden Martin, Jesse Martineau and Monique Martineau-Cairns, et puis Franck Mounier qui est ici présent. Et j'adore votre question sur Lafayette. Stephen J. Sacco and Megan Dierks, Jennifer Schwester, Joël Vitiello et Sophie Kerman, Rebecca Fortgang et Jasmine Grace Saint-Pierre. Puis maintenant, il y a l'ambassadrice de l'OIF qui avait écrit aussi les mots à la fin du livre. Mais j'aimerais remercier tous ici présents et aussi tous qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir. Mais nous venons d'écouter une conversation passionnante entre nos intervenants et mon co-éditeur, Fabrice Jomont, mon co-rédacteur, je devrais dire, sur le rôle et l'importance de la langue française et de la culture francophone à travers le monde, au sein de notre société multilingue et mondialisée, ainsi que dans les vies des individus, des familles et des communautés.
Bien que très différentes les unes des autres, ces histoires ont pour fil conducteur la franco-responsabilité, un concept qui nous vient du Québec et qui désigne notre responsabilité en tant que francophones de parler et d'utiliser le français pour communiquer, apprendre et créer, aussi souvent que possible. Vous tous, ici présents aujourd'hui, constituez le cœur du présent et de l'avenir du français dans nos vies et dans le monde. Je vous remercie. Merci à tous. Bonne soirée. Nous avons une réception pour ceux qui sont là et le livre aussi en cadeau pour chaque participant. Et merci à ceux qui nous regardent sur YouTube. À bientôt pour de nouvelles aventures.